Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule m'installer aux États-Unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée / immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Fille Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go! Salut à toi qui nous écoute et merci d'avoir choisi de passer un petit moment en notre compagnie. Cette conversation que je m'apprête à avoir avec mon invité marque la 90e rencontre que j'ai l'honneur de pouvoir faire. Et pour le 100e épisode, je te prépare un épisode spécial. Donc n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne sur ta plateforme d'écoute car crois-moi, tu n'auras pas envie de le rater. Maintenant, place à mon invité. Salut à toi. Peux-tu commencer par te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville d'où tu nous parles actuellement? Bonjour, donc moi je m'appelle Choukri, j'ai 29 ans bientôt, dans quelques mois, et je viens de Chalonnes-sur-Loire, à côté d'Angers. Alors dis-nous Choukri, d'où tu rentres? Ça fait seulement quelques jours que tu rentres d'un pays, peux-tu nous dire d'où tu viens? Oui, alors je suis rentrée il y a un peu plus d'une semaine du Cameroun, où j'ai passé 3 ans au total, avec une année en 2019 et 2 ans de 2021 à aujourd'hui. Super, vraiment hâte. En tout cas, moi, j'ai adoré préparer cet épisode parce que du coup, le Cameroun, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout. Et donc, si tu es d'accord, je vais te faire une petite série de questions de vrai ou faux. Il y aura 3 questions, tu auras juste à répondre vrai ou faux, sans te mettre la pression, bien évidemment. Ça marche. Première question, le nom Cameroun vient des Portugais. Ouais, je crois que c'est un truc avec les crevettes. Bravo! Donc, en effet, apparemment, ils sont arrivés en 1520 et ils ont été impressionnés par l'abondance de crevettes dans le fleuve. Alors, peut-être que je vais mal le prononcer, c'est Wouri. Donc, ils ont appelé, alors attention, je vais sortir mon portugais, Rio dos Camarones, Camaros, quelque chose comme ça. Bref, ça veut dire rivière aux crevettes en français et par déformation, ça a donné naissance au nom Cameroun. Voilà pour la petite histoire. Deuxième question, c'est au Cameroun que l'on peut observer une grenouille aussi grosse qu'une litière à chat. Waouh, c'est... Là, non, je dirais faux. Eh ben non, c'est vrai, figure-toi. Donc ça veut dire que tu ne l'as pas vue, cette grenouille? Non, je l'ai pas vue. Aussi grosse qu'une litière à chat. Apparemment, donc ça m'avait fait rire de lire ça, tu sais, je me suis dit le rapport entre une grenouille et une litière à chat, mais apparemment, alors je l'ai le nom en anglais, c'est Goliath. Je mettrai des photos sur Instagram lorsque ton épisode sortira. Elle est vraiment dégueulasse. Mon Dieu. Non, je l'ai pas vue celle-là, je l'ai pas croisée. Ouais, bah vaut mieux parce que franchement, elle fait un peu peur quand même. Troisième question. L'intégralité de la superficie du Cameroun est très sec. Non, faux. C'est faux, moi je sais pas pourquoi, tu vois, à chaque fois, ça c'est moi aussi ma culture générale qui est vraiment nulle, c'est que moi j'imagine l'Afrique, qu'il fait chaud, qu'il pleut pas, mais non, il y a un village côtier, Tebuncha, qui est un des lieux qui enregistre la plus forte pluviométrie au monde. Oui, non, mais il pleut au Cameroun et en fait le Cameroun c'est appelé l'Afrique en miniature. Bon, peut-être principalement par les Camerounais, mais parce qu'en fait t'as toutes les aires, je sais pas comment on dit, mais en gros t'as toutes les caractéristiques géologiques du continent dans le pays. En fait, au nord, il fait très chaud, je pense que c'est un climat semi-aride, aride. Dans le centre, là, moi où j'étais, du coup, t'as quand même la saison des pluies et c'est très vert, t'as quand même la forêt équatoriale, t'as les régions du littoral, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça l'Afrique en miniature. J'ai pas pensé à regarder, d'habitude je regarde, mais la superficie totale du Cameroun, enfin, si tu vas aller du nord au sud par exemple, tu sais à peu près il y a combien de kilomètres ou en voiture, combien d'heures ça mettrait? Je peux pas te dire en termes de voiture, en plus tout n'est pas forcément praticable et en fait surtout tout n'est pas sécurisé. Parce que le nord, sur le nord et l'extrême nord, c'est des régions dans lesquelles il y a Boko Haram, surtout l'extrême nord. Et après, t'as la région de l'Est où du coup il y a la forêt, du coup, c'est pas praticable, c'est beaucoup de pistes. Donc c'est un peu difficile de... En termes de kilomètres, je sais pas, faudrait que checker, mais en termes de... Concrètement,
De toute façon, quand tu voyages, parce que quand tu fais des trajets, on dit on voyage à tel endroit, c'est réellement un voyage en fait. Donc tu mets le temps, enfin beaucoup de temps à faire les choses. C'est pour ça, ouais, les Camerounais disent voyager. Là, je voyage à tel endroit pour dire là, je voyage au village. Bah ouais, c'est un vrai voyage quoi. J'avais jamais entendu ça, je trouve ça assez rigolo. Mais écoute, avant d'aborder un petit peu plus le Cameroun, on va peut-être revenir sur toi, un petit peu sur qui tu étais avant ton départ et qu'est-ce qui t'a emmené justement à partir faire une mission au Cameroun. Donc si tu veux bien peut-être repartir un peu en arrière, donc t'es pas obligé de nous parler de ta naissance, mais quand même qu'on sache un peu qui tu es. Alors, en fait, moi j'ai fait... Donc c'est mes études qui m'ont emmenée là-bas. Parce qu'en fait, j'ai fait un master de solidarité internationale, action humanitaire et crise à l'université de Lille, à Lille 2. Et en fait, pour valider ce master, on devait faire un stage sur notre deuxième partie de M2. Et en fait, je sais pas comment, j'ai un peu oublié, en étant à Lille en M1, j'ai un peu oublié en fait pourquoi j'étais là. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, j'étais en couple. Donc je commençais à faire d'autres types de plans. On a commencé en septembre, on s'est vraiment mis dans le sujet, on continuait, nos cours étaient hyper intéressants. Enfin vraiment, ce master, il était incroyable. Il nous préparait, pour le coup, maintenant que j'ai fait mon expérience, il nous préparait vraiment bien au monde du développement et de l'humanitaire, selon moi. En fait, je sais pas, j'ai eu comme un réveil en mode non mais en fait, moi je vais aller en Afrique. Donc à la base, j'étais partie avec mon copain sur un plan de peut-être trouver un stage à Lille pour ensuite peut-être déménager dans un autre pays. Et en fait, non, j'ai eu que je pouvais pas expliquer à l'époque, mais vraiment une prise de conscience où j'étais là, mais pas du tout. Qu'est-ce que je raconte ? Non, moi je veux aller en Afrique. Et c'était vraiment franchement, c'était un appel. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'était vraiment un appel et c'était une urgence d'y aller. Et à partir de là, du coup, j'ai orienté toutes mes recherches de stage en fait sur le continent africain parce que c'est là où je voulais aller. Tu sais, moi, je crois beaucoup à l'instinct et à ces choses, justement, qu'on ne peut pas expliquer. Donc, pour moi, c'est parfaitement logique, justement, que tu aies ressenti ça. Est-ce que ton copain était dans le même cursus que toi ou est-ce que lui faisait quelque chose de totalement différent ? Alors, c'était pas très différent. Moi, c'était à l'échelle internationale. Lui, c'était plus sur les associations. Enfin, du coup, français, c'était un master. J'ai plus l'intitulé, mais un master sur la gestion des organisations, ou des associations. Donc, quand même dans le même secteur. Sauf que, du coup, moi, c'était à l'international. Et c'est vrai que, du coup, cette décision a impliqué une séparation, entre autres, que je ne pouvais pas vraiment expliquer à l'époque. Parce que, du coup, je te dis, ça m'a vraiment... Ouais, peut-être aspirer, je sais pas comment expliquer, mais en fait, ça primait littéralement sur tout le reste, en fait. Il fallait que j'y aille, et je pouvais pas mettre du sens sur le moment, mais il fallait que j'y aille. Parce que justement, j'allais te demander comment on aborde ça quand on est en couple, comment on aborde ce sujet de écoute, moi j'ai envie de partir, mais j'ai envie de partir loin, et tu vas peut-être pas pouvoir aller avec moi, mais du coup, ça a fini par se conclure à une séparation. Comment tu fais pour prendre cette décision, justement ? Je sais que c'est ça que je dois faire pour moi, et je suis prête à arrêter avec cette personne. On avait une histoire qui a eu déjà plusieurs coupures. Et donc ça, c'était la dernière coupure. Et j'avoue que moi, à cette époque, j'étais pas du tout mature à ce niveau-là, en fait. Pas du tout. Donc en fait, vraiment, j'ai pas été en mesure de vraiment bien lui expliquer mes raisons parce que moi-même, j'arrivais pas à les comprendre. J'arrivais pas à mettre du sens sur ce que je faisais. Juste, j'ai été happée. C'était ce qu'il fallait que je fasse. Et à partir de ça, il y avait de la place pour rien d'autre. Et du coup, j'ai pas réussi à lui expliquer vraiment. Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout, ou en tout cas, même si on avait les mêmes ambitions, on n'a pas été en mesure de trouver une solution. Mais de toute façon, je pense que c'était quelque chose que je devais vivre toute seule. Ça, c'est un fait aussi. C'est quelque chose que je devais vivre toute seule. Et puis, j'étais déjà partie à l'étranger avant. Et c'est vrai que on était ensemble à l'époque. Et du coup, on s'était déjà séparés. Donc ces départs, retours, tout ça, c'était quelque chose forcément qui n'était pas évident pour lui à suivre, évident à accepter, je pense. Et puis en même temps, quand en plus t'es face à quelqu'un qui ne peut même pas vraiment t'expliquer pourquoi elle fait ça, je pense que c'était un peu compliqué. Et maintenant, le sens, moi je peux mettre du sens aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, pas du tout, du tout. Et du coup, parce que tu nous dis que tu voulais aller en Afrique, mais l'Afrique, c'est un pays très grand. Un continent, on va dire. C'est même pas un pays, c'est un continent. Comment tu as commencé tes recherches qu'est-ce que tu commences par rechercher, justement ? Alors, j'avais quand même des thématiques. Parce que moi, je voulais travailler sur des problématiques de genre et sur des questions d'agriculture.
En fait, dans humanitaire développement, du coup, c'est séparé en deux. Du coup, tu as de l'urgence. Et moi, l'urgence humanitaire, c'est pas du tout ce qui me correspond. Je suis pas capable de le faire. Même quelques années après, je pense que j'en suis toujours pas capable. Par contre, le développement, voilà, c'est un peu plus long terme, enfin, si vraiment je caricature. Et du coup, les problématiques d'agriculture et les enjeux d'agriculture m'intéressaient beaucoup. Et en fait, il y a aussi, c'est beaucoup les femmes qui font l'agriculture. Donc j'avais vraiment envie de travailler sur cette thématique-là. Et du coup, ça te permet quand même de réduire tes recherches, en fait. Et donc, j'ai cherché des stages. Et en fait, nous, on avait la possibilité d'avoir des services civiques. Que les services civiques, en fait, nous prennent en stage. Et tu as des services civiques à l'étranger. Et donc, moi, c'était ça. C'était un service civique de 10 mois, à peu près. Parce que du coup, c'est quoi la différence entre un service civique et un stage proprement dit? Je dirais le temps. Parce que les stages, ils sont conditionnés, je pense, à 6 mois. Service civique, c'est plus long. C'est différents contrats, donc en termes de convention, c'est pas la même chose. Je sais pas, je pense que ça fait quelques années que du coup, ils ont ouvert... Enfin, en tout cas, pour nous, c'était ça. Après, je sais pas, parce que ça change tout le temps. Mais ils ont vraiment ouvert du coup les services civiques comme possibilité de stage. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte, maintenant, les services civiques, ils sont quand même professionnalisants ou dans cette démarche-là. Donc en fait, ils les ont ouverts comme possibilité de stage. Et c'est chouette. Parce que du coup, tu es accompagnée pour tout ce qui est en termes de visa? Non, alors ça, non. Ça dépend de ta structure en fait. Service civique, ça va dépendre de ta structure. Et moi, en ce qui concerne ma structure, c'était accompagnement zéro. Donc on s'est débrouillé toute seule de A à Z pour tout. Du coup, il te fallait, j'imagine, un visa, une assurance santé? Oui, il te faut un visa. Alors après, oui, tu dois souscrire à la Caisse des Français à l'étranger. Et du coup, effectivement, tu as une espèce de complémentaire aussi qui prend en charge tes frais médicaux. Donc oui, non, tu as pas mal de démarches administratives. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas été particulièrement aidée, accompagnée. Et mon départ s'est fait très, très rapidement, en fait, aussi. Parce qu'en plus, tout ça, c'est un coût quand même, parce que la CFE, c'est quand même assez... je crois que c'est un coût assez important. Les visas aussi, en général, c'est un certain coût. Ah oui, oui, le visa du Cameroun, pour 6 mois, t'es à un peu plus de 200 €, je crois. Donc oui, et tout ça, c'était à ma charge. Même mes billets d'avion. Mais c'est pour te dire que vraiment, ma structure, en fait, c'est ma structure qui qui n'était pas correcte. Normalement, en fait, les structures professionnelles ne font pas ça. Enfin, ils vont s'occuper de toi, ils vont gérer ton visa, ils vont gérer tes billets d'avion. Même si t'es volontaire, hein, les organismes d'envoi, parce que ma deuxième fois, c'était un volontariat aussi, c'est eux qui gèrent ça. Mais là, moi, ma première expérience, c'était moi toute seule. Ouais, parce qu'en plus de ça, je rappelle, t'es étudiante, donc j'imagine que t'avais pas un salaire qui tombait tous les mois. Non, 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 non. Mes parents m'ont aidée surtout sur la prise du billet d'avion, qui en fait ne m'a jamais été remboursé parce qu'il nous avait dit qu'il allait rembourser notre billet d'avion, mais il l'a jamais fait. Donc c'est mes parents qui ont dû le payer. Après, moi, j'ai pas mal travaillé quand j'étais étudiante, j'ai fait une année de pause, etc. Donc j'avais quand même l'opportunité d'avoir le chômage pendant mes années d'études à Lille, qui m'ont permis de pouvoir poursuivre mes études à Lille. Mais en vrai, sinon, non, c'est quand même compliqué, quoi. Heureusement que mes parents ont été là et ont été soutenants et qu'ils ont accepté que je parte sous... allez, je pense que j'ai dû partir sous 3 semaines au Cameroun pendant 1 an. Ah non, ouais, c'était très très rapide. Et justement, donc ils t'ont soutenu. Donc quand tu leur as parlé du Cameroun, ils n'avaient pas trop de peur par rapport à ça? Moi, mes parents, je leur annonce. Donc peut-être qu'ils ont eu des peurs, mais ils ont pas... En fait, déjà, ils ont même pas le temps. Et après, ils savent aussi comment je fonctionne. Parce que j'avais déjà fait quelque chose de similaire pour la Colombie, pour 2 mois. En mode, bon, bah du coup, là, je pars. Bon, bah, bisous, on se voit dans 2 mois. Donc, non, ils m'acceptent. Mes parents m'acceptent dans ma manière de gérer les choses. Non, je pense ils ont forcément un peu d'angoisse et un peu d'appréhension. Mais ils se gèrent. Ils savent que de toute façon, voilà, si j'ai décidé, c'est comme ça, quoi. Pour trouver un logement, est-ce que tu avais déjà trouvé un logement avant de partir ou est-ce que ça s'est décidé sur place? Oh waouh, cette histoire du logement. Je peux te raconter juste mon arrivée pour que tu aies un peu mon arrivée. Bon, alors déjà, cette histoire de logement, je remercie encore. Il y avait un Camerounais dans mon master, Erikawa, qui m'a littéralement sauvé la vie, je pense. Parce que du coup, en fait, je n'avais pas de logement. J'avais 2 collègues avec moi qui sont arrivés un petit peu avant.
En fait, Rikawa avait trouvé le moyen. Il avait une cousine à lui qui était à Yaoundé, donc elle m'a hébergée pendant la première semaine. Et donc moi, je suis arrivée, et en fait, moi, personne n'est venu me chercher à l'aéroport. Donc je suis arrivée complètement seule. C'était déjà la nuit. Et puis bon, voilà, les adresses au Cameroun, enfin, c'est pas des adresses, enfin, je sais pas, c'est des carrefours. Enfin, c'est un fonctionnement différent parce que c'est pas quadrillé comme nous, donc t'as pas d'adresse. Et donc, je suis arrivée toute seule à l'aéroport. Heureusement que ma voisine d'avion, c'était une pasteur, je sais pas comment on dit. C'est elle qui a été trop gentille, qui m'a géré le taxi. Et en fait, du coup, on m'avait juste donné l'indication. Donc, c'était à Hôtel Vallée, enfin Vallée Loncac. C'est l'indication, c'est un espèce de carrefour, il y a un hôtel. Et donc, le taxi a été super sympa d'attendre avec moi. Parce que moi j'avais pas de puce encore camerounaise, donc en fait moi je suis arrivée, j'avais ni internet ni téléphone, enfin tu vois, vraiment une arrivée un peu compliquée. Et en fait du coup elle habitait en fait juste derrière l'hôtel Vallée, donc il a réussi à la contacter et elle est venue me chercher. Et du coup je suis restée je crois 1 semaine, 2 semaines chez elle, chez Judith, qui a été incroyable de m'accueillir alors qu'elle ne me connaissait pas. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi, de me faire accueillir dans un pays et ça change tout, en fait, parce que tu te sens quand même... Enfin, déjà, c'est quand même déstabilisant, le fait d'arriver la nuit dans un nouveau pays, etc. Et là, d'avoir au moins cet accueil, c'est clair que ça fait du bien. Ah oui, clairement. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu devais refaire cette première arrivée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Honnêtement, je pense que j'aurais pas pu faire différemment. Parce que moi, j'ai le sentiment que ça dépendait pas vraiment de moi, en fait. Parce que j'ai eu une deuxième arrivée qui s'est passée forcément différemment. Je connaissais pas le Cameroun. J'avais personne sur qui m'appuyer là-bas. Donc, en fait, dans tous les cas, honnêtement, j'aurais pas pu faire mieux comme arrivée à l'arrache. Franchement, honnêtement, j'ai eu une chance incroyable. J'aurais pas pu faire mieux comme arrivée pas du tout préparée. Donc, en fait, j'aurais pas pu faire différemment. Une autre structure, en fait. Il y a que ça qui aurait pu changer. Voilà, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai discuté avec ma voisine d'avion. Elle a été super gentille. Au final, le taxi que j'ai rencontré après, voilà, je l'ai appelé pour d'autres fois. Voilà, il était super sympa. Enfin, tu vois, non, du coup, j'aurais rien fait différemment. Du coup, c'est important ce que tu dis. Le réseautage, ça peut se commencer avant, mais aussi même dans l'avion jusqu'à la dernière minute. C'est important d'échanger avec les personnes qu'on a autour de nous. Non, clairement. Clairement. Et donc ensuite, une fois sur place, donc tu es hébergé pendant 1 semaine, 10 jours. Raconte-nous tes premières journées quand tu t'es réveillée. Enfin, je ne sais pas du tout quelles sont les images que tu avais en face de toi. Est-ce que tu arriveras à nous plonger justement dans ce voyage? Déjà, le premier contact, en fait, le Cameroun, donc, du coup, tout est marquant. Et en fait, donc, je suis arrivée de nuit. Et en fait, de nuit, même si tu vois pas très bien la ville, il y a quand même tes sens qui sont activés. Voilà, tu sors de l'aéroport, tout le monde est en train de te hurler dessus. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc déjà, tes oreilles, enfin, ton ouïe est ultra stimulé parce que voilà, tu dois monter dans tel taxi, t'as les mecs qui font le change qui sont là, les vendeurs à la sauvette, enfin voilà. Du coup, et puis même les autres gens qui accueillent leurs proches qui arrivent. Donc déjà, en termes de bruit, en termes d'odeur, il y a plein d'odeurs, tu vois, l'odeur de la nourriture, l'odeur, en vrai, des poubelles aussi. Il y a des odeurs qu'en Europe, en fait, on n'a pas ou plus vraiment l'odeur de la vie, quoi. Vraiment, tous tes sens, du coup, sont pris. Après, voilà, les premiers jours, donc moi, je suis arrivée, c'était en saison sèche. J'ai rejoint mes collègues que j'ai rencontrés. Je me souviens qu'on avait marché pour aller à un rendez-vous et il faisait une chaleur pas possible. Après, du coup, t'as la ville avec les embouteillages, les motos, les voitures partout, les klaxons. Les klaxons qui sont omniprésents, en fait, pour indiquer ce que tu fais. Vraiment, c'est... Ils n'utilisent pas le clignotant, ils utilisent le klaxon. Non, le clignotant, non, il y a le clignotant. Ça dépend, des fois, oui, mais beaucoup le klaxon en ville. Donc, tu vois, les embouteillages, il y a beaucoup de gens dehors. Les gens, ils vivent dehors. Donc, tu vois, t'as tous les gens qui vendent des choses en bord de route, que ce soit les arachides, que ce soit la petite boutique, que ce soit les jus, enfin voilà, les jus naturels, l'ananas, les mecs qui ont aussi les chaussures, qui te vendent des chaussures et qui posent des chaussures au-dessus de leur tête, enfin, tout est ultra stimulant. Il fait chaud, c'est le désordre. Au Cameroun, ils utilisent ce mot beaucoup, désordre. Vraiment, c'est le désordre. C'est ultra prenant, très saisissant, très prenant. Et puis après, t'as aussi les gens. Voilà, les taxis. En fait, au Cameroun, les taxis, c'est des taxis partagés. Donc en gros, soit tu prends... donc t'es plusieurs, on est 3 derrière et 3 devant. Tu te mets 2 sur la place passager et on dit qu'on bâche. C'est-à-dire que tu te mets à 2 sur le siège. Et donc voilà, donc t'es collé aux gens en permanence.
Les taxis, ils passent... parce qu'en fait, pour te déplacer, en gros, tu te mets à des points. Enfin, des points, donc comme je t'ai dit, Hôtel Vallée... voilà, t'as différents points comme ça dans Yaoundé. Et il faut connaître, en fait, tu te déplaces comme ça. Donc, si tu connais pas où tu dois aller et que tu connais pas comment les taxis... Enfin, comment les Camerounais le nomment, en vrai, tu peux pas trop y aller. Donc voilà, donc si tu vas pas dans la direction où les taxis ils passent devant toi, tu leur dis bah là je vais aller à Carrefour Bastos. Enfin je dis Carrefour Bastos et tu donnes le prix. Si ça va, ils vont pas là, ils t'ignorent. Donc en fait des fois tu te prends genre 10 voitures qui juste ne te gèrent pas. Et t'es là genre oh. Donc non, c'est ultra c'est un fonctionnement complètement différent. De déplacement, de vie. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, mais punaise, qu'est-ce que je fous là? Ah mais bien sûr. Non mais moi j'étais dépassée. Tous les jours. Mais oui, non mais bien sûr. J'étais complètement dépassée par comment tout se passe, par les interactions entre les gens aussi. Donc du coup, comment t'as réussi à surmonter ce challenge de c'est vraiment le désordre, j'ai pas l'habitude, c'est très intense pour moi. Comment on gère ce moment-là surtout? Enfin, t'étais toute seule du coup? Oui, alors après j'avais mes collègues, donc on était très... tout le temps ensemble, après on a vécu ensemble et tout, et puis en fait après très rapidement en fait tu rencontres les autres expatriés. C'est parce que c'est une très petite bulle Yaoundé, hein. Enfin déjà de base l'expatriation c'est une petite bulle, mais Yaoundé c'est quand même très petit, donc quand même rapidement tu rencontres des gens et t'as des réseaux sur lesquels tu peux t'appuyer. Alors après sinon en vrai en fait t'as pas le choix. T'as pas le choix, donc en fait tu dois le gérer. Si tu veux te déplacer, il faut que tu le fasses. Mais j'avoue que moi, en ce qui me concerne, tu vois, par exemple, j'avais une de mes collègues, Bénédicte, elle était très rapidement, tu vois, elle a appris le truc. C'était facile pour elle de se déplacer, facile d'interagir avec les gens. Vraiment, moi, surtout sur ma première expérience, parce que moi, en toute sincérité, j'ai pas aimé le Cameroun la première fois. Voilà, je trouvais ça, c'était ultra violent pour moi. Et j'étais là, non mais, c'est pas possible. Parce que t'es quand même restée 1 an la première fois. Ouais, je suis restée 1 an. Bah alors, qu'est-ce qui a fait que tu as quand même eu envie d'y retourner, malgré le fait que cette expérience n'était pas vraiment la meilleure expérience que tu as vécue? En fait, moi, j'avais pas postulé, je crois d'ailleurs, pour le Cameroun. J'avais postulé pour le Tchad et pour le Togo, mais c'était pendant le Covid. Et en fait, ils m'ont proposé le Cameroun. C'était un endroit où j'étais déjà allée parce que je connaissais mon prédécesseur, en fait. Et en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Enfin, si vous avez le Cameroun à me proposer, en vrai, la mission, elle me plaît. Du coup, c'est un pays que je connais. Allons-y, quoi. Et je regrette pas du tout. Parce que pour le coup, maintenant, j'aime le Cameroun. Ça t'a appris la patience. Ouais, donc, clairement. Et ça m'a appris à beaucoup plus m'adapter aussi. Non, maintenant, en fait, j'ai compris. En fait, la première fois, j'ai pas compris. Enfin, bon, après, tu peux jamais vraiment comprendre le Cameroun, ça, c'est un fait. Mais j'ai plus compris sur ma deuxième expérience que sur la première, en tout cas. Qu'est-ce que t'as compris, justement? Bah, j'ai compris, en fait, comment ça fonctionnait. Parce que je pense que la première fois, si tu veux, c'était super violent. Et puis voilà, c'était ma première fois sur le continent africain. Pour moi, c'est plus porteur que pour d'autres occidentaux. Parce que voilà, moi, je suis née à Djibouti, donc même si j'ai rien à voir avec le Cameroun, je suis née à Djibouti d'origine éthiopienne, et du coup, il y avait un peu ce truc de retour. Et je pense que c'est pour ça que ça a été beaucoup plus violent pour moi. Et vraiment, c'était ça, la violence. Violence à beaucoup de niveaux, justement, que ce soit les sens, tu vois, tes sens qui sont agressés, dans les interactions aussi avec les gens, parce que c'est une manière de communiquer qui est clairement différente de la nôtre, que tu comprends pas forcément tout de suite. Donc ça, tu vois, par exemple, je l'ai comprise maintenant. Après, mon travail, ça se passait pas très bien, donc c'était aussi violent d'un point de vue professionnel dans un certain sens. Et puis t'es toute seule pour la première fois. Beaucoup de choses. Bon, là, on dirait que j'ai eu une expérience atroce, alors que c'est pas le cas. Hein. Si je suis restée, c'est... Non, mais écoute, Chouri, c'est bien justement que tu partages ça, parce que en général, ça se passe pas toujours super bien. C'est pas toujours l'Eldorado de partir en mission. Et puis surtout là, toi, c'est une mission humanitaire. Donc, c'est bien justement que tu abordes ces points, parce que si une personne qui nous écoute aujourd'hui envisage d'aller dans un pays africain ou autre, elle peut être face à ça, parce que justement, ça fait beaucoup de challenges pour une même personne, tu vois, entre déjà le désordre,
désordre, la façon de communiquer, le changement de culture, la chaleur même. C'est peut-être bête à dire, mais c'est vrai que quand t'as chaud tout le temps et que tu transpires tout le temps, enfin, tu vois, ça fait aussi... c'est chiant, quoi. Quand tu disais qu'ils communiquent de façon différente de la nôtre, parce que moi, du coup, j'essaie de m'imaginer, est-ce qu'on a l'impression de se sentir agressé quand ils nous parlent ou est-ce qu'ils sont juste pas très polis ou c'est quoi la différence? Les deux. Mais en même temps, la politesse, c'est une question de culture. Donc vraiment, tu vois, par exemple, nous, on va avoir une certaine vision de la politesse et les Camerounais vont en avoir une autre. Et il y a beaucoup de fois où je pense que, du coup, les Occidentaux, les Français, sont impolis et ne s'en rendent pas compte. C'est sûr. En fait, le Cameroun, c'est vraiment très subtil comme culture. Mais oui, en fait, dans la manière de communiquer, c'est vrai que, tu sais, on va pas se déranger, voilà, de se déranger de oui, bonjour, nanana. Non, il n'y a pas ça. C'est ultra direct, en fait, comme manière de parler. Et puis, mine de rien, il y a l'accent aussi. L'accent, une manière de parler qui est aussi rapide et qui est forte. Les Camerounais, ils parlent fort. Et je pense que ce ne sont pas les seuls. Mais vraiment, ils parlent fort. C'est des gens, ils peuvent monter... Enfin, après, c'est compliqué de généraliser, mais voilà, ça monte dans les tours. Et puis après, ça redescend très vite. T'as plein de situations comme ça. Ou alors, des fois, voilà, t'as les débats, les commentaires. Voilà, les gens font les commentaires, les débats, etc. Et du coup, ça crie et tout. Enfin, ça parle fort. Et puis après, tu sais, c'est juste comme ça qu'ils s'expriment. Alors après, moi, j'étais dans la région du centre. Donc, moi, mon expérience, elle est surtout sur le centre. Et après, c'est vrai que t'as plein de cultures différentes à l'intérieur du Cameroun. C'est pour ça que je dis que tu peux absolument pas comprendre complètement ce pays et tout saisir. Mais en tout cas, voilà, Yaoundé, le centre, c'est un peu comme ça. Et il y a aussi beaucoup d'humour. Les Camerounais, ils sont absolument hilarants. Mais en fait, faut comprendre comment ils sont hilarants pour le capter, quoi. Non, les Camerounais sont hilarants. Leur sens de la répartie, les images qu'ils utilisent, la manière dont ils jouent avec le français. Enfin, moi, je les trouve hilarants. Mais j'avoue qu'au début, enfin, ça, j'avais pas compris, tu vois. J'avais pas du tout compris ça. Et souvent, je pense aussi, on a tendance à croire que quand on va dans des pays qui sont francophones, que ça va être plus facile. Mais au contraire, ça peut être un petit peu plus difficile parce que justement, on arrive avec cette vision que ça va être simple et alors que finalement, non, c'est pas simple. Parce que comme tu le dis, la culture, elle est différente, l'éducation, elle est différente, nos modes de vie sont différents. Donc forcément, même si on parle la même langue, il va y avoir beaucoup de subtilités dont on n'a pas forcément conscience au début. Est-ce que toi, tu as réussi quand même à te lier d'amitié avec des locaux? Oui, oui, oui. Alors, sur ma deuxième expérience, mes collègues, beaucoup. Parce que là, pour le coup, ma deuxième expérience, j'étais vraiment qu'avec des Camerounais, ce qui était l'inverse de ma première, clairement. Vu que j'étais à Yaoundé, hyper centre, et que très rapidement aussi, j'ai un peu arrêté de... Enfin, j'ai pas vraiment terminé ma mission, enfin, c'était un peu bizarre. Mais là, j'étais avec des locaux parce que moi, j'étais en brousse. Et donc, mes collègues, surtout mes collègues femmes, Cécile et Rolande, qui sont incroyables, qui ont offert vraiment un refuge, parce que la brousse, c'est aussi un autre délire. Donc oui, mes collègues, voilà, j'avais aussi ma voisine, avec qui on était potes. Enfin oui, c'est complètement possible de se lier d'amitié avec des locaux, mais après, voilà, par exemple, moi, c'est compliqué pour moi, par exemple, d'aller me lier d'amitié avec le vendeur du coin, forcément, parce que, tu sais, on n'a pas forcément les mêmes vies, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes où tu te sentais peut-être en insécurité là-bas? Oui. Alors, l'insécurité, c'est pas... Bon, déjà, t'as des règles, t'as des... Mais c'est valable pour tout le monde, hein, pour et les expatriés et les Camerounais. On marche pas. On marche pas la nuit, ou très peu. Enfin, même de manière générale, c'est très facile de prendre le taxi, il y en a partout. Donc, tu marches peu. Et la nuit particulièrement, enfin, c'est quelque chose qui est... Même les Camerounais, ils te le disent, tu vois. Après, ils peuvent être aussi en surprotection, mais voilà. Donc la nuit, j'avoue, moi, la nuit, voilà, soit t'es toujours en voiture ou des choses comme ça. Après, t'as la route aussi qui est assez dangereuse parce que voilà, pas forcément de ceinture. Puis moi qui fais pas mal de routes quand même, pas forcément de ceinture, voiture ou minibus surchargés, gens qui conduisent n'importe comment, enfin tu vois. Oui, je me suis sentie en insécurité surtout sur les transports. Et après, j'avoue, moi je me suis fait agresser à Yaoundé une fois. Et j'avoue, j'ai eu un petit accident de voiture aussi. Donc, mais en même temps, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça arrive n'importe où. Enfin, franchement, ça arrive n'importe où. Enfin... Mais ce moment d'agression, est-ce qu'on essayait juste de te voler ton sac? Qu'est-ce qu'on essayait de faire exactement? Oui, le téléphone.
téléphone et sac. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, c'était tellement débile de faire ça. Mais j'ai pas contrôlé. En fait, je me suis pas laissée faire. Et en fait, j'ai réussi à courir parce que c'était juste en face de chez moi. Et j'avoue, j'ai commencé à courir pour aller en face de chez moi. Et j'ai réussi, je sais pas trop par quel miracle, à ne rien perdre, ni téléphone, ni sac. En plus, j'avais mon passeport dedans. Et c'est parce que c'était à moto, donc ils étaient 2. Il y en a un qui a quand même perdu sa chaussure, donc je les ai quand même fait un peu galérer. Mais c'était particulièrement débile de faire ça, surtout qu'ils avaient comme un couteau. Enfin, moi, j'ai vu vite fait une lame. Mais c'est un truc que tu contrôles pas. C'est l'instinct, ouais. À ne pas faire. La prochaine fois, tu donnes ton passeport. Tenez, prenez mon passeport, prenez mon téléphone. Ouais, je résiste pas. J'avais entendu un podcast où justement et j'aimerais bien faire ce cours où on nous apprend justement à comment réagir pour ces situations d'agression, parce que comme tu le dis, si on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas comment on va réagir, et je pense que ça serait intéressant qu'en tant que femme, on ait justement quelques réflexes sur comment réagir dans ces moments-là. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Moi, j'arrête pas de le dire, mais je le fais pas, donc peut-être qu'un jour je finirai par le faire. Tu disais un peu plus tôt que tu es née justement en Éthiopie. Est-ce que tu es déjà allée dans ce pays? Quand est-ce que tu es venue en France, en fait? Alors, moi, je suis née à Djibouti, donc qui est juste à côté de l'Éthiopie, un tout petit pays, mais du coup d'origine éthiopienne quand même. Et donc, je suis arrivée en France, j'ai été adoptée, j'avais 5 mois. Et donc, pour le moment, non, j'y suis pas allée, j'ai juste fait une escale là-bas. C'est tout. Quand j'étais en Tanzanie avec mes copines, donc c'est tout, j'ai juste fait une escale là-bas. Parce que justement, au tout début d'épisode, tu as mentionné que tu ne savais pas qu'est-ce qui t'attirait vers l'Afrique. On en a parlé, nous, tous les deux, un petit peu en coulisses. Mais au final, ce que tu penses avoir compris, c'est justement que tu essayais de reconnecter avec ses origines. Est-ce que tu voudrais essayer de nous dire aujourd'hui ce que tu penses avoir compris par rapport à ça? Oui, non, mais clairement, en même temps, c'est évident. En fait, je venais chercher quelque chose au Cameroun, je pense. Enfin, ça a été le Cameroun, ça aurait pu être autre chose. Mais il y avait, oui, clairement une urgence à aller sur le continent africain. Et je pense que moi, j'ai fait mon cheminement de cette manière, en tout cas. Enfin, en tout cas, c'est le chemin que ça prend de reconnexion aux origines et peut-être ensuite de retourner en Éthiopie, peut-être chercher, etc. Mais moi, je pense que mon chemin, ça a commencé par ça. C'est-à-dire utiliser finalement des excuses, comme le travail, comme je vais aller là-bas et tout, je vais vivre là-bas. Et en fait, non, évidemment, c'est pour se reconnecter, pour reconnecter, même si l'Afrique centrale c'est complètement différent, mais les fonctionnements, je pense qu'il y a quand même des fonctionnements similaires. Il y a des fonctionnements similaires, il y a cette nécessité quand même de retrouver la terre, d'être aussi avec des gens, hein, d'être dans un environnement où en fait il n'y a que des gens noirs. Et donc ça, franchement, déjà, c'est aussi cool d'être avec des gens où tu passes un peu inaperçu, même si du coup t'as la tête Afrique de l'Est, mais au pire tu peux passer pour une fille du Nord, donc ça va. Donc non, oui, un peu le sentiment d'appartenance, je pense que c'était ça que je venais chercher, et aussi une connaissance. Parce qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup de fantasmes aussi, beaucoup de préjugés liés au continent africain. On a tendance à le voir comme un bloc uniforme, mais en fait, c'est tellement pas le cas. Quand tu vois, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'un seul pays, ou un seul quartier, ou une seule mini-ville, en fait, je pense que je venais chercher aussi une espèce de... Ouais, la vérité, quoi, l'expérience. Est-ce que tu penses qu'en France, tu as déjà eu ce sentiment où tu te sentais pas vraiment à ta place? Oui, mais je pense qu'il est très inconscient, parce qu'en fait, oui, mais quand t'es adopté, c'est quand même très, très particulier. Parce que t'es complètement, un peu, pas effacé. Toute ton ethnicité, ta culture, enfin, je veux dire, c'est effacé, ça n'existe plus. Tu as été adopté quand tu as été un enfant, t'as rien, en fait. Et puis du coup, voilà, quand t'es avec des parents blancs, dans un monde complètement blanc, enfin, je veux dire, moi, toute ma famille, à part mon petit frère, mais je veux dire, toute ma famille, presque tous mes potes, enfin, parce qu'en plus, c'est la campagne, tout le monde est blanc, les gens n'ont pas forcément de double culture, tu vois, donc c'est aussi ça, il n'y a pas forcément d'autres cultures auxquelles... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas grandi autour d'une autre culture. Et du coup, bah oui, tu le sens. Mais je sais pas si c'est une question de place.
Mais peut-être un peu, ouais. J'ai un ami qui m'avait déjà partagé ce sentiment qu'il avait justement en France. Et c'est vrai que c'est une réalité que nous, on n'est pas vraiment conscient. Et même si j'en suis sûre, tout l'amour de ta famille, de ton entourage, de tes amis, etc., ça n'empêche que tu peux quand même avoir le droit de te sentir différente et de pas être à ta place. C'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment, je trouve, mais on devrait en parler parce que peut-être que ça nous permettrait tous de se comprendre un petit peu plus. Parce que moi, mon ami m'a déjà parlé de choses que moi, j'en avais même pas conscience, en fait. Et je me dis, si j'en avais conscience, peut-être que des fois, j'aurais réagi dans des situations différemment. Je peux comprendre ce que tu pouvais ressentir et même le fait que tu dises rien que d'aller dans un pays où je suis entourée de noirs, je peux complètement le comprendre, en fait. Enfin, pour moi, ça paraît complètement logique, en fait. Est-ce que tu penses que ça serait peut-être dans ton cheminement, une prochaine étape pour toi, ce serait d'aller dans ce pays? Oui, bien sûr. Aller à Djibouti et aussi aller en Éthiopie, évidemment. Évidemment. Alors après, c'est vrai que je peux pas trop... Ça, c'est pareil, tu vois. Je pense que j'attends un peu d'avoir mon call, mon urgence intérieure. Mais évidemment qu'en vrai, c'est la prochaine étape. Enfin, je veux dire, ça fait 3 ans que je tourne autour du pot en étant au Cameroun et en vivant des choses... voilà, en ayant une expérience en ville et après 2 ans en brousse. Oui, le chemin logique par la suite, ça va clairement être d'aller là-bas. Ça, c'est sûr. Après, je peux pas dire quand. Après, tu vois, tu dis que tu tournes autour du pot. Moi, je dirais pas que tu tournes autour du pot. C'est que ton cheminement fait que t'es passé par cette étape-là, mais ça n'empêche que t'es en train d'évoluer, ça reste... Enfin, parce que pour moi, tourner autour du pot, c'est un peu une connotation négative. Oui. Alors que je pense que c'est pas négatif ce que t'as fait, au contraire. Ça a été une première étape où t'as vécu énormément de choses qui sont quand même, pour en sortir, enfin, tu l'as dit, c'était très compliqué sur beaucoup d'aspects. Donc, d'avoir vécu tout ça, déjà, enfin, pour moi, ça t'a fait évoluer, mais d'une façon, vitesse grand V, quoi. Oui, clairement, mais en fait, je me suis préparée. Le Cameroun est aussi réputé pour être un pays un peu difficile en termes d'adaptation, voilà, même enfin, de manière générale. Et en fait, c'est vrai que moi, je me dis, franchement, j'ai réussi à peu près à gérer le Cameroun. Aussi difficile que ça a pu être, franchement, je suis pas vraiment inquiète pour plein d'autres endroits où je pourrais potentiellement aller. Enfin, je peux me débrouiller. Si j'ai réussi à survivre à Nkoteng, je vais réussir à survivre partout. Enfin, c'est bon, quoi. C'est bon, ça c'est check sur la liste. Moi, le petit conseil que j'ai surtout envie de te donner aujourd'hui, c'est que maintenant, ça fait 1 semaine que tu es rentrée en France. C'est surtout là que tu vas avoir besoin d'énergie, je pense, parce que le retour, il est toujours compliqué. Et surtout quand tu rentres du Cameroun vers la France, j'ose même pas imaginer la différence. Et je trouve que c'est là où c'est même des fois plus compliqué, c'est le retour, en fait. Donc moi, si je peux te donner un conseil, c'est surtout de... Bon, là, repose-toi un petit peu parce que je sais que tu m'as dit que pour l'instant, tu as besoin de reprendre un peu des forces. Mais essaye quand même de rebondir rapidement sur la prochaine aventure parce que sinon, ça peut être très dépressif, la France, en fait. Surtout en ce moment. C'est compliqué, ouais, vraiment. Donc bon, au moins il y a les beaux jours qui arrivent, donc ça c'est quand même bien parce que les gens en général sont quand même de meilleure humeur. Ça commence la saison des barbecues, donc ça c'est quand même le fun. Mais du coup, je trouve que c'est toujours bien de savoir qu'est-ce qu'on fait là en fait. Là, ouais, je vais être là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, parce que j'ai envie d'économiser de l'argent ou parce que j'ai envie de préparer ma prochaine expatriation dans tel pays, etc. Mais de commencer, ou même si là pour l'instant tu as juste envie de réfléchir, c'est ok en fait de dire là pour l'instant je suis là pour essayer de faire des plans. Mais je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait là, en fait, parce que sinon, ça peut être très vite dépressif, en fait. Non, clairement. Et puis, j'ai déjà fait un retour, du coup, de ma première expérience. Oui, puis c'était un pire retour, ça, parce que c'était pendant le Covid, non? C'était atroce. Mais oui, je suis restée bloquée pratiquement 1 an et demi en France, alors que c'était pas du tout... Puis, en fait, après le Covid, ils ont galéré à nous envoyer au Cameroun pour des histoires de visa. Donc, en fait, on a été bloqués pendant 6 mois en France. Donc, non, là, je sais que je vais prendre le temps, mais je vais m'activer pour éviter, ouais, parce que c'est vrai que les retours de voyage peuvent être aussi violents, même parfois plus que le voyage en lui-même. 100% d'accord avec toi. Si toi, aujourd'hui, tu pouvais donner un conseil à une femme qui voudrait aller au Cameroun, quel serait ce conseil? De se préparer, peu importe ce que ça veut dire, mais de se préparer mentalement, parce qu'en fait, tu pourras jamais être prêt complètement, mais te préparer un petit peu, c'est quand même cool. Et surtout d'y aller, honnêtement. Enfin, voilà, si la recherche... Alors après, ça dépend ce qu'on cherche, mais si la recherche, c'est l'intensité, le Cameroun ne pourra jamais décevoir. Si la recherche, c'est le calme, là, par contre, il y aura problème. Mais si c'est l'intensité, vraiment, en termes de choses à voir, en termes
de bruit, de désordre, d'odeur, de rencontres, de rire. Le Cameroun, c'est le pays. On peut y aller. Alors, si aujourd'hui Choukri pouvait passer un petit message justement à Choukri qui préparait là, tu sais, où tu as eu 3 semaines pour te préparer à partir, qu'est-ce que tu lui passerais comme petit message ? Les Camerounais disent beaucoup une phrase, ils disent « ça va aller ». C'est vraiment une phrase d'espoir, je trouve, ça va aller. Et c'est une phrase aussi de réconfort. Et c'est aussi une phrase qui est vraie en fait. Au final, ça va. C'est dur, oui, en fait, c'est ça, c'est dur. C'est ambivalent, c'est paradoxal, c'est intense, c'est parfois triste, c'est parfois complètement what the fuck. Voilà, oui, t'as des serpents dans ton jardin, écoute, ça fait partie du game. Oui, tu te retrouves dans des situations et dans des lieux pas possibles. Oui, là, t'es triste et il se passe des choses vraiment pas cool. Mais en vrai, ça va aller. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée ? Alors, ma chanson préférée, j'ai mis Obokuri Eumi de Iko Asasaki. Lou Senzo Yakuza qu'on avait parlé dans une interview. Et c'est une chanson dans un dialecte japonais que, en fait, du coup, que tu comprends pas. Et en fait, mais je trouve que t'as pas besoin de la comprendre. Moi, j'aime beaucoup la mélancolie. Elle est ultra mélancolique et en fait, c'est une très belle chanson avec une manière de chanter, une voix incroyable. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que t'as même pas besoin de comprendre la langue pour recevoir les émotions. Et en fait, c'est ça qui la rend incroyable. Super, j'essaierai de mettre la vidéo YouTube de cette chanson. Parce que j'imagine... Enfin, là, tu m'as donné le nom, mais il va falloir que tu me le redises parce que oui, pas de ça n'a pas été évident de capter toutes les infos. Mais super. Emma, écoute, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton expérience aujourd'hui, cette expérience intense sur le Cameroun. Merci pour ton temps. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était très cool. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!